Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, je vais traiter ce dossier historique et sensible à la fois en toute honnêteté intellectuelle et en mon âme et conscience au-dessus de l'appartenance. Pour ce faire, je vais devoir diviser cette vidéo en 5 parties. Cependant, je vous invite individuellement à liker cette vidéo pour la protéger des assauts des gens qui n'aiment pas la vérité. Donc vous devez liker, si vous voulez protéger cette vidéo. Si vous voulez continuer à me soutenir dans le combat de l'éveil du peuple congolais, vous devez liker. Vous avez 2 boutons, deux choses comme ça, un comme ça, un autre. Vous dites j'aime. C'est pour soutenir cette vidéo. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, je vous l'ai dit que je vais diviser cette vidéo en 5 parties. La première partie sera consacrée à ce que je faisais ce 5 juin 1997. Qu'est-ce que je faisais moi ce 5 juin 1997, le début du coup d'État sanglant de Denis Sassou Nguesso. La deuxième partie sera consacrée à l'enjeu de cette vidéo. La troisième partie sera consacrée au pourquoi ce coup d'État sanglant qui a fait plus de 30 000 morts et après, avec les conséquences de 1998-99, il y a eu plus de 430 000 morts. Et donc, cette partie-là, elle est très importante. Pour vous, vous devez suivre cette vidéo pour cette partie. Pourquoi? C'est-à-dire quel était le facteur déterminant et aggravant de ce coup d'État. Pourquoi il y a eu ce coup d'État? La 4e partie sera consacrée au questionnement. Ce 24e anniversaire est-il bon ou mauvais? Et pour qui et pourquoi? Enfin, la 5e et dernière partie sera consacrée aux leçons à tirer de ce 24e anniversaire du coup d'État sanglant France-Afrique de Denis Sassou Nguesso du 5 juin 1997 au 15 octobre 1997. Et après, Denis Sassou Nguesso s'était autoproclamé président du Congo et qu'il est encore là au pouvoir. Je vous rappelle qu'il était revenu au pouvoir. Il fut déjà dictateur entre 1979 à 1992. Après une petite courte période de démocratie, entre guillemets, de 1992 à 1997. Et après, il avait préparé ce coup d'État. France-Afrique était revenu au pouvoir. Il est encore là. Vous avez tout compris. Donc, je vous rappelle que la mémoire se construit et se transmet. Et donc, vous devez retenir ça. Donc, nous faisons là un travail de mémoire. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sans tarder, traitons la première partie. Qu'est-ce que je faisais ce jour du 5 juin 1997? Donc, je vous informe que j'étais à mes 5 ans de France.
Au départ, je suis parti du Congo au début des années 1992. Après avoir fait la fac des sciences au Congo-Brazzaville, où j'avais obtenu une licence de biologie, j'ai enseigné au lycée là-bas. Et après, bon, ben, j'étais rentré en France et j'ai continué les études supérieures. D'abord, une maîtrise Bac plus 4 en SVT, c'est-à-dire sciences de la vie et de la terre, biologie, géologie. À l'époque, on appelait maîtrise des sciences naturelles. Donc, j'ai voulu aller faire l'agrégation pour être professeur agrégé. Et donc, on a dit non, mais pour faire l'agrégation, il faut être français. Donc, j'ai dit non, mais non, non. Bon, je ne vais pas me naturaliser, je vais rester congolais, puisque je vais repartir au Congo. J'ai fait des trucs. Donc, après, j'ai fait une maîtrise sciences de la vie et sciences techniques et environnement. Et puis, j'avais obtenu un 2SS, environnement et développement durable. Donc, tout ce qui était les premiers assises du développement durable ici en France, en Europe, j'étais là. Et donc, j'ai même fait un rapport que vous pouvez le trouver soit à la faculté des sciences de Cergy-Pontoise, hein, en région parisienne, ou à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, où je faisais un rapport sur le traitement des déchets ménagers et assimilés en région parisienne. C'est un rapport de 500 pages, toutes les données sont d'actualité. Donc vous avez ça. Je l'ai fait à l'époque, au moment qu'il y avait le coup d'État, j'étais à la Défense, Paris Défense, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui dépend du ministère de l'écologie, de plusieurs ministères, parce que quand on parle d'environnement, les gens, bon, pour nous les Congolais, on croit environnement, comme on en pense, l'environnement, ça ne touche pas que les eaux et forêts, les espaces et milieux, mais ça touche beaucoup des réglementations, beaucoup des normes, et beaucoup de problèmes qui touchent l'alimentation, l'énergie, l'agriculture, et plein de trucs qui sont là. Donc, s'il y a des cadres réglementaires, il faut des outils d'aide à la décision, tout ça, donc j'étais calé pour ça. Donc, je pensais déjà aller repartir au pays pour ça. Et donc, le problème, c'est que, bon, ben, le coup d'État commence. Bon, donc, au moment que je faisais ces trucs-là pour repartir, voilà. Donc, certains m'avaient dit non, mais si tu repars là-bas, tu prends la direction générale de l'environnement ou d'autres, les eaux et forêts, ils me donnent des trucs comme ça. Donc, on pensait pour le pays. Donc, le coup d'État arrive là. Donc, j'étais mal au point. Parce que, bon, ben, ce coup d'État était rentré dans les cadres géopolitiques. C'est-à-dire, au pays là-bas, c'est nord et sud. Comme je suis du nord, en plus, j'étais de la région de Sassou Nguesso. Donc, vous imaginez. Mais comme moi, depuis le pays, j'étais, puisque les années de fin de lycée, toute l'université, et même en France, j'étais qu'avec ces sudistes-là, donc moi, j'étais mal au point. Donc, non, j'ai choisi la neutralité. Parce que moi, je connaissais déjà le régime, hein, parce que historiquement, depuis le pays là-bas, toute mon année universitaire, j'ai dirigé le mouvement, j'étais membre des organisations estudiantines de l'époque où nous étions dans le monopartisme, à l'époque, c'était ça. Et donc, j'ai été secrétaire académique, secrétaire chargé des affaires académiques à la faculté des sciences pour la jeunesse estudiantine. Après, je suis venu président de la Fédération nationale de la jeunesse estudiantine et à la faculté des sciences, j'ai fait plein de trucs. Je sais, bon, nous, on ne faisait pas plus politique à l'époque. Moi, c'était comment avoir le matériel pour les matheux, hein, les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, les sciences naturelles, tout. Donc moi, on était là dans les cas des travaux pratiques et des choses comme ça. Alors on négociait entre le recteur, les doyens et tout comme ça. Donc je les connaissais, ils étaient, voilà. Donc moi, j'étais là au cœur de ça. On a fait sortir de ces années-là les meilleurs scientifiques. Ça, il n'y a pas de souci. Et donc j'étais vraiment un peu dans la tête, non mais j'avais choisi la neutralité. Donc j'étais vraiment gênant. Donc je partais à l'ADEME, là, à Paris Défense, tous les jours, aller travailler là-bas, mais la guerre, donc moi je non. Donc vous avez tout compris. Même à la fin de la guerre là, où le régime soit disant du non, beaucoup de gens sont venus me chercher, du non, 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 je connais bien la nature du régime, je connais bien que ça sont un, je connais bien ce qui s'est passé, moi je ne vais pas mélanger ça, bon, donc je vais me retrouver dans les embrouilles. Donc j'ai dit non, non, je ne suis plus là, je ne suis pas allé, jusqu'à nos jours. Mesdames et messieurs, voilà pour la petite histoire de ce qu'est là où j'étais. Et donc, je n'étais ni du côté du régime de l'Issouba, ni du côté de Sassou Nguesso.
Parce que pour nous, on est des... C'est-à-dire, bon, nous, on est dans le cadre d'intérêt général, quoi. Donc, je pensais que je repars là-bas, je suis un haut fonctionnaire, quoi. Un haut cadre, quoi. Donc, moi, je n'avais pas de parti, je pensais comme ça. Donc, ok? Très bien. Mesdames, Messieurs, le peuple congolais. Deuxième partie. Quel est l'enjeu de cette vidéo, en fait? L'enjeu, c'est que la mémoire se transmet et se construit. Pourquoi? Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Imaginez-vous les conneries, les bêtises, les erreurs de tous ces vieux qui ont fait depuis les années 60, 70, donc nous les gérons aujourd'hui. Donc si vous ne prenez pas votre responsabilité pour votre pays, c'est que ça soit en train de faire comme conneries, injustice, oppression et la barbarie, il y aura des conséquences pour 2030, 2040, 2080. Donc c'est aujourd'hui le futur, c'est ça. Donc ceux qui sont là, ils disent, bon, ben, c'est l'affaire des vieux, c'est la femme. Non, 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 c'est votre pays. Dès que vous êtes citoyen, vous avez ces droits et devoirs-là, d'être informé et d'agir. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, voire sociale et existentielle d'un peuple, c'est-à-dire écologique, quoi. Accès à l'eau potable, à l'énergie, à un cadre de vie, à plein de trucs comme ça. N'oublions pas que sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès de l'individu et d'un peuple. Donc seule la lutte libère. Donc nous faisons là un travail de mémoire qui, demain, ça sera des outils d'aide à la décision pour la génération future. Parce que jadis, ces gens-là cachaient tout. Nous, on ne veut pas qu'on cache tout. Nous, on veut donner ça pour la mémoire. Parce que vous allez voir à la chute de Sassou, tout ce qui va arriver comme recul, contentieux historique, règlement de compte, plein de trucs en dormance. On se dit, mais où est-ce que ça vient? Donc c'est tout ça là. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est comme disait le philosophe grec Anaxagore, rien n'est né, rien ne périt. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Donc vous devez en tenir compte que nous faisons là un travail de mémoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou collective ou consensuelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes tragédies, aux mêmes drames. Ce peuple-là sera toujours en proie aux polémiques, aux amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires et même à la repentance. Donc vous avez tout compris, nous faisons là le travail des mémoires. Et donc vous devez avoir l'idée qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il ne faut pas... nous, en sciences naturelles, on appelle ça des hiatus. Quand on voit, comme on voit l'évolution de l'humain, hein, on dit qu'il est passé du stade animal au chaînon manquant. Et donc même partout, même que ce soit dans toutes les affaires, que ce soit les affaires criminelles et autres, mais quand il y a un truc vide, il faut chercher pourquoi, qu'est-ce que tu as fait. Donc il ne faut pas qu'il y ait... Voilà, l'enjeu c'est la vérité. La vérité libère. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, le travail que je fais là, l'enjeu de cette vidéo est de sensibiliser, de conscientiser et de transmettre la mémoire commune. Que voilà ce qui s'est passé. Vu par un intellectuel congolais qui, avant d'arriver en France, a corrigé les épreuves de bac, les classes de terminale, la dernière année, et je suis rentré en France. Donc, nous, on sera là en train d'avancer un pays, mais bon, les destins, on a chacun son destin. Hein. Donc, beaucoup de ces vrais cadres congolais qui ont été formés partout dans le monde, ils sont maintenant stockés à l'extérieur. Ils ne peuvent pas rentrer parce que là-bas, c'est un régime tyrannique qui est liberticide, antidémocratique, antisocial et surtout criminel. Donc on ne va pas aller travailler dans un environnement hostile à la pensée, au savoir et à la connaissance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Passons maintenant à la troisième partie. Pourquoi il y a eu ce coup d'État sanglant Force Afrique de Denis Sassou Nguesso? Donc, pour vous expliquer, je vais tenir compte du contexte de l'époque, de la problématique de ce coup d'État, des causes endogènes et exogènes et les déclenchements. Traitons d'abord le contexte. Le contexte de l'époque, nous sortions de la fin de la guerre froide, où il y avait l'éclatement
de l'Union soviétique. À l'époque, il y avait deux blocs compacts, le bloc soviétique et le bloc occidental. Et il y avait le rideau rouge qu'on appelle le mur de Berlin. Et c'est en novembre 1989 où il y a eu la chute, la fin du mur de Berlin et l'éclatement de l'Empire soviétique. Et ses satellites tous étaient de la débandade. Et donc là, Mitterrand, avec son précaré, France-Afrique, l'Afrique francophone, il avait demandé, bon ben, il faut aller maintenant au multipartisme. Parce que l'enjeu était de sortir des blocs de partis uniques, communistes, marxistes, léninistes et tout compagnie, ou autres, voilà, surtout dans la zone France-Afrique. Et donc, on nous avait convoqué à la conférence de 1990, de juin 1990 de la Bolle, en France ici. Donc, c'est Mitterrand. Donc, on va faire maintenant le multipartisme et autres, voilà, très bien. Bon, je ne sais pas pourquoi elle avait décidé ça, en vue de bon, l'avant et l'après France Afrique, bon, je ne sais pas. Bon, est-ce qu'il y avait des pressions, je ne sais pas. Bon, il y a eu des conférences nationales qui se sont passées partout en Afrique. Chez nous au Congo-Brazzaville, comme au Bénin, comme au RD Congo et autres conférences nationales et des transitions. Donc nous, le 5, à partir du 25 février 1991, s'était tenue la conférence nationale jusqu'au 10 juin 1991. Après, on est rentré dans une période de transition de 1905, du 10 juin jusqu'à juillet 1992. Donc, on avait organisé les élections législatives, sénatoriales, locales et présidentielles jamais contestées. Donc, a vu venir au pouvoir le président démocratiquement élu, le professeur Pascal Lissouba, paix à son âme. Ce fut un ingénieur agronome et professeur naturaliste, sciences naturelles comme moi, et généticien, spécialité génétique. Et donc il arrive au pouvoir, le professeur élu démocratiquement. Donc ça, c'est le contexte politique et géostratégique et tout compagnie de l'époque. Donc il prend le pouvoir en août 1992 jusqu'au coup d'État sanglant de 1997. C'est qui avait commencé le 5 juin 1997. Maintenant, la problématique de ce coup d'État, je pense qu'elle était d'ordre constitutionnel. Donc, moi, je pense que, bon, c'était le prétexte pour Denis Sassou Nguesso la France Afrique. Moi, j'analyse ça comme ça. C'était le prétexte. Parce que, bon, ben, Denis Sassou Nguesso a dit, quand la Constitution est bafouée, les démocrates doivent prendre leurs responsabilités. Très bien. Mais on connaît bien la suite. Pour Sassou, il a bafoué sa propre Constitution de janvier 2002 et même celle de 2015, qui le peuple n'a jamais voté, mais il continue à bafouer. Bon, très bien. Donc, la problématique de ce coup d'État-là, je pense que côté France-Afrique, c'était le prétexte de éjecter Lissouba. C'était ça. Mais côté Lissouba, moi je pense que pour lui, bon, c'était quand même la trahison. Il fait quand même trahir. Il fait quand même trahir, copieusement trahi. Parce que beaucoup de son côté le trouvaient arrogant, voilà, il n'écoutait rien, donc voilà, beaucoup de choses comme ça. Donc en réalité, Lissouba a trouvé un pays en faillite et que, les gens là, ils pensaient que, ils pouvaient bien manger qu'avec Sassou, parce que Sassou prenait tout l'argent et distribuait à. Voilà, donc ils ont dit non, ils sont affamés. On ne pouvait plus gagner l'argent en faisant la politique comme c'était au temps de Sassou Nguesso. Mais là, Lissouba, c'était compliqué. Donc les transfuges du PCT et tout ce monde-là, qui était l'ancien régime, ils sont revenus sur le pouvoir de Lissouba parce qu'ils ont vu qu'il y a un pouvoir. Donc, vous voyez qu'en Afrique, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive au pouvoir, tout le monde va vers le pouvoir.
Donc il y a tout le monde là. Hein. Il y a des pourris, les vendus, les traites et tout ça. Ils rentrent là parce que c'est le pouvoir. Ils sont allés foutre les bazars là-bas, c'est l'Issouba. Voilà, je pense que la problématique là. Donc on est dans la problématique déjà pour l'Issouba, dans la problématique des traitises et du côté de la France-Afrique. Et sa source était de reprendre le pouvoir, quoi, avec les enjeux pétroliers. Des Elf à l'époque, Total actuel. Notons pas ça que nous sommes les quatrième pays producteurs de pétrole du continent, mais ce pétrole n'a jamais bénéficié au peuple congolais. Donc le Elf là, et Total, c'est le cheval de Troie énergétique de la France. Donc il ne faudra pas toucher ça. Mais il semble que l'Issouba commençait à toucher ces intérêts-là. Donc voilà pour la problématique du coup d'État. Mais les causes de ce coup d'État, moi je pense qu'il y en a... Bon, il y a des causes endogènes et exogènes. Donc, moi, traitons un peu les causes d'abord endogènes. Endogènes, bon, les ressentis, hein, c'est qu'on ressentait, en toute honnêteté intellectuelle, en mon âme et conscience, au-dessus de l'appartenance. Les ressentis du pouvoir de l'Issouba dès qu'il a pris le pouvoir, la période où tout le monde était vraiment comme dans l'extase démocratique et autres, c'était la période de transition du 10 juin 1991 jusqu'au juillet 1992. Mais dès que l'Issouba arrive au pouvoir, élu démocratiquement, voici les ressentis des Congolais. On constatait le mélange ethnocentrique et géopolitique à la fois. C'est-à-dire ethnocentrique, on a vu monter d'une zone qu'on appelait Nibolek. Et si bien que beaucoup de gens qui étaient des cadres, qui voulaient rentrer au pays pour la fonction publique, on nous signalait, ah tiens, si vous n'êtes pas d'Nibolek, n'y aventurez pas. Donc c'était comme ça, c'était les ressentis. J'en ai eu autour de moi beaucoup qui sont arrivés là-bas, n'ont jamais été embauchés à la fonction publique. Les autres rentraient, mais eux non. Et donc, c'était vraiment les ressentis. Et avec les erreurs de l'Issouba aussi. Parce que dès le premier tour, il avait déjà, il savait bien qu'il allait gagner. Le deuxième tour, il va s'associer avec Denis Sassou Nguesso, celui qui les critiquait autre. On ne sait pas quelle mouche l'avait piqué pour aller faire l'alliance du deuxième tour pour battre Kolela. Alors que, historiquement, à cette période-là, au terme d'opinion nationale, surtout nordiste, on avait peur des gens du pool. Et quand j'ai retrouvé avec certains nordistes, mais attends, mais tu n'as pas peur des gars du pool? Mais attends, j'ai vu qu'à la fac des socs avec eux. Ils sont pas des... Non, le premier président du Congo, c'était là-bas, le deuxième là-bas. Regardez, qu'est-ce qu'ils font. Donc, ils ont... au niveau de la mentalité des nordistes, ils avaient peur du pôle, la région autour de Brazzaville, les Larry Congo. Vous imaginez. Donc, l'Issouba avait tout gagné déjà. Il n'a même pas besoin d'aller faire l'alliance. C'est qu'il a manqué de renseignements ou de non, je sais pas, ils ont voulu faire ça. Peut-être que c'est des accords avec la France-Afrique, je ne sais pas. Ça, c'était son erreur. Et donc, vous savez bien que Sassou, en quittant ce pouvoir-là, il était parti avec les mauvaises intentions. C'est comme si Mitterrand l'avait forcé de partir. Donc, il ne pouvait pas accepter ça. Dès que Chirac a pris le pouvoir en 1995, donc il avait ses amis de la France-Afrique qui étaient revenus. Et là, le coup d'État. Donc, il n'y savait pas. Donc, vous voyez déjà ça. Et donc, le ressenti était là que ce pouvoir-là n'a pas joué vraiment à l'unité nationale. Bien entendu, parce que au sein de ce parti au pouvoir, de l'Issouba, président élu, il y avait tous les transfuges du PCT, les marxistes-léninistes, qui étaient dans le régime de Sassou Nguesso 1, qui sont par appartenance ethnique ou géopolitique, ils sont allés dans le pouvoir de l'Issouba. Ils sont allés foutre les bazars là-bas. Parce qu'ils venaient que pour l'argent, ils n'ont pas de conviction. Ils sont venus pour certains pour les intérêts, pour les enjeux ethnocentriques ou autres. Donc ils sont allés là-bas. Il n'y avait pas des gens qui avaient des convictions, l'intérêt général. Non, ils sont allés foutre les bazars là-bas. Ça, c'est sûr et certain. Il faut voir aussi ce qui était le problème. C'est que la conférence nationale avait donné des clauses, avait fait des recommandations. Et le pouvoir du Premier ministre André Milongo, Premier ministre de la Transition, on était comme dans une sorte de cohabitation
où le Premier ministre avait maintenant tous les pouvoirs. Et Sassou Nguesso devenait un président à titre symbolique entre 1991 et 92. Il était perdu. Il ne pouvait rien faire. Et donc, dans ses recommandations, la transition a appliqué ce que la conférence nationale souveraine avait recommandé. Et donc, par exemple, euh, euh, la création de la garde républicaine, où pendant cette transition, on avait envoyé des Congolais se former ici en France pour la garde républicaine. Mais Lissouba arrive, il zappe ça et crée sa garde républicaine, sa garde présidentielle. Et en plus, il crée les milices. Ça ne marche pas. Donc, quelque part, il avait dévié de 180 degrés des acquis de la conférence nationale. N'oublions pas les pressions sociales. Et donc, Sassou Nguesso part là, il laisse les caisses vides, même si pendant la transition, André Milongo, ils ont négocié un peu avec les contrats pétroliers, surtout les gisements de Kossa, et tous les trucs avec les Américains et tout compagnie. Ils ont gardé quand même un peu d'argent pour financer les campagnes électorales, présidentielles, sénatoriales, locales et législatives. Jamais contesté. Mais il restait quand même 75 millions. Il a laissé quand même 75 millions de dollars dans les caisses qui ont servi à Lissouba pendant les premiers jours. Mais après, il n'y avait plus rien. Donc les pressions sociales allaient faire plein de tensions. Et donc là, bon ben, il faut reconnaître cette partie. Les pressions sociales étaient là. Donc ça reste des cas d'énervement. Donc les gens, les trésoriers du PCT font la traitise à l'intérieur, les pressions sociales, et donc là, énervement. Et donc les alliances qu'il avait fait avec Sassou Nguesso ont capoté et tout compagnie. Donc ils ont foutu ce pouvoir dans le bazar. Donc ils ne savaient plus à quel sein où. Donc on dissout l'Assemblée nationale, on refait les élections anticipées et ça marche. Mais il y a de tout, se tire les ficelles. Donc tous les jours sont là. Il est entouré d'un régime. Alors, au sein du régime, il y avait des hommes politiques toxiques qui ne voulaient pas que ce pouvoir-là réussisse. Donc il était comme ça. Vous voyez comment le noir est mauvais. Hein? L'histoire pouvait partir certes avec les bonnes intentions, mais là, vous voyez déjà, c'est pas bien. Donc tout ça là est mélangé avec aussi l'arrogance, parce que Lissouba, c'est quelqu'un qui était quand même devenu comme un gourou, hein, un gourou au niveau de l'intellectualité, autre. Donc quand il parlait, tout le monde craignait. Donc la critique, l'autocritique et tout compagnie. Donc attendez, c'était vraiment chaud. C'est quelqu'un qui est président, en plus c'est un grand professeur. Et tout comme donc entre ses partisans et autres, ça craignait. Hein. Donc on ne pourra pas, donc il a conduit dans les erreurs quelque part. Les causes exogènes. Bon, au niveau des causes exogènes, donc là c'est les causes endogènes. Je n'ai cité qu'un peu vaguement, mais les causes maintenant exogènes extérieures qui ont conduit à ce coup d'État. D'abord, Lissouba, dès qu'il a été élu, il avait mené, paix à son âme bien sûr, il avait mené une diplomatie France-Afrique et sous-régionale suicidaire. D'abord France-Afrique. France-Afrique, ça veut dire que les ressources de notre pays, c'était le pétrole. Le pétrole, c'était qui les comme c'est Total. Elf à l'époque, Total. C'est le cheval de Troie énergétique de la France. La France avait son pion, qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui est à côté. Mais il voulait aller vers Lissouba, mais Lissouba a mené une diplomatie sur ce plan, une diplomatie rigide. Elle n'était pas flexible. Et ça, il n'aime pas ça. La France-Afrique n'aime pas ça. Donc, il n'a pas été flexible, compréhensible, un peu de choses comme ça, comme un enfant. Ah ouais, il ne va pas... oui, les gros poissons vont les tuer, les petits poissons, c'est sûr. Mais quand on a un enfant, il faut trouver des stratégies. Mais là, c'était vraiment rigide. Ils ont négocié les trucs vraiment. Comme si, voilà, donc c'est... Les audits d'État et tout compagnie. Donc, bon, bref, ils pouvaient le faire. C'est ce pays indépendant, mais ils ont manqué un peu de... Voilà, déjà les problèmes endogènes, il faut... Pour faire ces genres de négociations, il faut déjà être en communion avec le peuple. Il faut être communion dans toute la classe politique. Pour on vous suit derrière tout le monde. Déjà à l'intérieur, pour les causes endogènes. Le pays était déjà divisé, les uns étaient... Chacun, voilà, donc les gens attendaient déjà 1997. En plus, il y a eu des violences
armée dans les quartiers sud de Brazzaville en 1993-94. Et donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Donc, Lissouba était déjà quelque part un peu... Voilà, donc vous comprenez. Donc, il a mené une diplomatie suicidaire envers la France-Afrique, donc la France, pour les problèmes pétroliers. Et donc, la France croyait que, bon, ben, il serait peut-être obtempéré, hein, et était un peu joué, voilà, dans ce jeu-là. Donc, deuxièmement, au niveau de toujours la France-Afrique, quand Dissouba était en difficulté, avec les crises qui sont succédées, on l'avait fait invité à la conférence sur au Gabon, et il est parlé. Hein. Bon, c'est là où la France voulait le sauver, par Omar Bongo. Mais il n'a pas obtempéré. Bon, ben, les autres ont dit, bon, ben, ça va, il reste, voilà. Donc, mais en fait, il fut trompé, fut trompé, fut trompé. Celle de la diplomatie France-Afrique, elle était fatale pour les coups d'État. Donc, dès 1994, ils ont commencé à préparer Sassou Nguesso pour le retour, avec les complices qui étaient au sein du pouvoir, dont le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères, qui l'ont laissé faire Sassou Nguesso comme dans un, il rentrait au sortant au pays comme dans un moulin. Donc, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères de l'Issouba étaient vraiment complices. Donc, si vous avez ces deux postes-là, c'est fini. Vous faites rentrer tous les trucs. Plus le ministre de la Défense, un ministre, voilà, donc, voilà. Qui aujourd'hui est député de Sassou Nguesso, le ancien ministre de la Défense. Bon, au niveau... bon, ils partaient, il faut dire la vérité. La France-Afrique venait là pour... j'étais là, ils voulaient répondre, voilà. Donc. Et bon, au niveau, sous-régional, parce que quand vous êtes entouré des pays belliqueux, où se mêlent les intérêts des grandes puissances et tout compagnie, donc il faut chercher à être en paix avec ses voisins. Donc ce sont les voisins qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir. D'abord, commençons avec l'Angola. L'Angola, c'est-à-dire la guerre froide avait déjà fini un peu, on avait fermé ce sujet-là de 89-90. On est bien d'accord. On était déjà en 97. C'était loin. Hein? Mais Savimbi, bon, c'était les Américains qui les soutenaient parce que dans le cas de la guerre froide en Angola, Dos Santos, communistes unis avec l'Union soviétique, et Savimbi, c'était les intérêts américains occidentaux qui ont fait cette guerre d'Angola qui a fait beaucoup de dégâts là, en termes de capital décès. Donc, pourquoi Lissouba arrive, il va s'associer avec Savimbi, alors que la guerre froide était finie. Il faudra rester sur une diplomatie de neutralité où, voilà, donc l'homme fort, donc, Dos Santos commençait à monter en puissance, puisque le pétrole et puis compagnie, donc la guerre froide était finie, il a su se transformer vers les intérêts occidentaux, hein, vite fait. Mais pourquoi aller se battre? Donc il avait déjà un ennemi là. Donc dès le 97 là, c'est l'Angola qui vient donner le coup fatal au régime de Lissouba. Hein. Bon, il y avait aussi la RDC, notre grand voisin, la République démocratique du Congo. Mobutu, c'était fini. Mais pourquoi aller soutenir Mobutu alors que Laurent Désiré Kabila arrivait déjà? Voilà, donc vous voyez déjà. Donc, quand Laurent Désiré Kabila a pris les trucs, bon ben, il est allé attaquer. Voilà. Et donc, sous le plan de la RDC, il y a eu beaucoup d'erreurs. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Une diplomatie suicidaire. Bon, le Rwanda, bon, il y a eu les génocides de 1994, mais beaucoup d'Hutus avaient fui chez nous au Congo-Brazzaville. Donc, quand Kagame arrive, bon, donc les Hutus qui sont au Congo, bon, ben, devenaient quelque part les ennemis. Donc, lui, il voulait aller pourchasser les Hutus, donc à aider Sassou Nguesso. Kagame, n'oublions pas le Burundi aussi. Le Tchad, pareil, dit début, c'est le pion de la France-Afrique, il fallait les renforts, hein, le Tchad. Bon, le Gabon, c'était le genre de. Omar Bongo, c'est le genre de Denis Sassou Nguesso qui a épousé sa fille en 1989, vous nous souvenons, là, Edith, bon, puis je l'ai rencontré ces gens-là, voilà.
Donc la diplomatie périphérique était vraiment suicidaire, plus les causes endogènes. Donc tout c'était devenu une bombe à retardement, un bouillon de culture pathogène. Voilà pour les causes de ce coup d'État, mais il faut quand même reconnaître que notre armée, qui fut celle d'abord de Marangwabi, puis réformée par Mokoko, cette armée était quand même une armée. Parce qu'il y a eu quand même 6 pays qui sont venus se battre contre le pouvoir de Lissouba. J'ai dit bravo, tout ce qui était commandement, l'armée à l'époque, c'était quand même bien. Parce que 6 pays, 15, comme 5 mois, le Congo-Brazzaville se bat tout seul contre 5 pays. L'Angola, la République démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda, le Tchad, le Gabon, tous ces sont venus envahir le Congo. 5 mois de lutte. Voilà. Vous imaginez. Tout ça sous ordre de la France-Afrique. Voilà pour les causes de ce coup d'État. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la 4e et avant-dernière partie, c'est ce 24e anniversaire. Est-il bon ou mauvais? Pour qui et pourquoi? Donc, là, de mon point de vue, la question est à reformuler selon les centres des intérêts ou les centres d'intérêt, que se dit, les centres d'intérêt des intéressés à ce 24e anniversaire. Pour certains, c'est un non-événement, d'autres, c'est un événement, autre, mais pour moi, c'est un événement. Il faut retenir ça pour les besoins historiques. Parce que le futur, c'est toujours le passé et le présent qu'on ignore. Donc, parmi ces intéressés, figure 1. La France-Afrique, le commanditaire de ce coup d'État. 2. Denis Sassou Nguesso, l'éducateur en place, l'exécutant. 3. Ceux qui ont aidé Sassou Nguesso à ce coup d'État. 4. Le régime de Lissouba, paix à son âme, tous ceux qui l'ont là, qu'est-ce qu'ils pensent, tout ce qui était du régime de Lissouba. 5. Les victimes des 2 côtés. Et 6. Le clan au pouvoir actuellement. Notons au passage que tous ceux qui parlent de Sassou Nguesso, ces gens-là, jusqu'en 1990, on ne les connaît pas, on ne les connaissait pas. Tous les enfants, petits-enfants, les enfants de Sassou, ils sont sortis partout. Il n'y en avait pas. Ils sont sortis de partout. Ils sont venus consommer ce pays-là, voler, détruire. Ils sont sortis de partout. On ne savait pas que Sassou avait tant d'enfants. Donc, que pense le clan au pouvoir actuel? 7. Que pense le peuple? 8. La situation du pays. Et 9. Comment les politico-intellectuels pensent. Et 10. L'avenir du pays. Bon, déjà, bon ou mauvais anniversaire. Moi, déjà, pour la France-Afrique, je pense que pour eux, c'est bon anniversaire. C'était un bon anniversaire. Puisque Sassou Nguesso est encore là, ils ont exploité ce pays, qu'ils l'ont ruiné et détruit. C'est l'ADN de la France-Afrique. Ils ont placé un gars qui a ruiné et détruit ce pays. On est bien d'accord, pour eux, ils ont fait des affaires. Hein. Beaucoup sont devenus des milliardaires de la France-Afrique. Ce sont des Blancs qui sont enrichis là-bas. Ils ont construit des empires financiers, médiatiques, et des fonds de placement, tout ça. Ils se sont enrichis complètement de ce... Voilà. Sans oublier ce qui a été comme exploitation du pétrole, du bois, tout dans l'opacité. Ils ont vraiment exploité ce pays avec Sassou Nguesso. Ça, il n'y a pas de problème. Pour eux, c'est un bon anniversaire, une bonne affaire. Mais c'est aussi un mauvais anniversaire parce que toute chose a durée de vie limitée. Et que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, la France-Afrique est en mauvaise posture au Congo et dans toute la sous-région du bassin du Congo, d'Afrique centrale et d'Afrique francophone. Donc ça, ce sont ce que la France a fait comme politique de ce coup d'État, qui, il faut le rappeler, a occasionné plus de 450 000 morts au Congo. C'est un génocide, un crime de contre l'humanité, qui est toujours là, un crime imprescriptible. Et qui, à la suite de Sassou, vous verrez, de rappeler le Rwanda, et tout ce qui s'est passé, la France a laissé que des crimes de sang, de génocide là-bas. Donc c'est un dossier qui est là dans le consensus historique entre la France et le Congo.
Donc, vous avez tout compris. Donc, il y a un grand dossier là de la France là qui va traverser ce siècle, le 21e siècle. Parce que tant que durant la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. Donc là, la France s'y prépare pour ça. Et que dans 9 cas sur 10, les prochains hommes forts de ce pays seront les victimes de ce coup d'État, qu'il soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest du Congo. Donc c'est à la fois un bon anniversaire et un mauvais anniversaire. Mais la France-Afrique, bon, ils ont leur ADN, hein, ils ont semé des chaos dans cette Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Bon. Du côté de Denis Sassou Nguesso, c'est bon et mauvais anniversaire. Bon anniversaire parce qu'il est éducateur. Bon, il a accompli sa mission d'éducateur. Hein, et qu'il a semé que désolation dans ce pays. Hein. Donc lui, pour lui, bon ben, tenant compte de ces 3 maladies mentales, hein, le mensonge, la mégalomanie et son cynisme. Donc il est tranquille. Mais c'est aussi un mauvais adversaire parce qu'il a peur. Oui, la peur est là. Hein. On sait bien qu'il a fait trop de mal aux uns aux autres et à ce peuple. On ne sait pas comment va se terminer sa dictature. Hein. Et ses conséquences dans l'espace et le temps. Au niveau de sa famille, son clan et autres, comme on l'a vu à la chute, faisant la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Je vous rappelle que le monsieur là est venu, il a ruiné, détruit ce pays. Il a brisé des millions de vies. On ne sait pas comment va se terminer cette affaire. Ok? Très bien. Mais du côté de ses accompagnateurs, il faut se dire que pour un cas, c'est un bon anniversaire puisque c'est avec ils ont eu des largesses d'éducateurs qui ont conçu des petites affaires, c'est-à-dire ils ont des biens mal acquis ou ils ont un petit train de vie qui, dans leur âme et conscience, c'est quand même... Voilà. Ils semblent d'avoir un poste, ceci ou... Voilà. Donc, c'est misérable. Mais dans trois quarts des gens qui l'ont accompagné, c'est un mauvais anniversaire. Puisque un tiers ont été assassinés par Sassou Nguesso. Ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir, un tiers ont été éliminés, assassinés, empoisonnés et tout. Surtout les généraux, officiers et tout compagnie, les politiciens, même du coup. Un tiers ont été déclassés, volontairement ou autre, voilà, ils ont abusé d'eux, voilà. Et un tiers, bon ben, il faut se dire qu'ils ont dans leur âme et conscience, se dire, ah, qu'est-ce qu'on a été con. Donc ils portent une lourde responsabilité morale, qui dit, non, mais on a aidé quelqu'un qui est venu en profiter de ce pays, il a détruit tout le monde, a détruit les vies de tout le monde, dans leur âme conscience, entre petits-enfants. Ils sont là, au Congo, à l'étranger, ils sont là. Ils nous regardent, ils suivent ces vidéos, dans leur âme et conscience. Hein. Comment on a fait ce coup d'État, on a détruit un pays, le peuple et tout ça qui est désolation, le pays est maintenant au quart monde, et voilà les conséquences. Bon, quatrièmement, du côté du régime de Pascal Lissouba, paix à son âme, mais je pense dans 99% des cas, c'était un mauvais adversaire. Parce qu'il y a eu beaucoup de traîtrises aussi au sein de l'ancien régime, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à se trahir. Ce qui reviendra aussi pour Sassou Nguesso et les autres. Il faut observer ce que vous avez fait aux anciens de Pascal Lissouba. Hein. Ça va revenir sur vous, hein, Sassou Nguesso. Et sa famille, son clan et autres. Observez tout ce que vous avez fait à Pascal Lissouba. Je répète, observez tout ce que vous avez fait à Pascal Lissouba. Ça reviendra sur vous. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, l'histoire a tendance à se répéter. Donc, au sein de Lissouba, là, c'est un mauvais anniversaire de ce régime, puisque beaucoup se sont trahis entre eux, même structures organisées par Sassou Nguesso pour saccager cet ancien régime. Il y a eu aussi beaucoup d'assassinats, hein, dont les Mungangila, plein de trucs qui ont été assassinés. Et n'oublions pas beaucoup de déclassements, d'apatrides et tout compagnie. Mais ce qui risque, c'est de se répéter. Ça, il faut être vraiment... Je dis que je suis là pour alerter et éveiller tout le monde. Likez pour que cette vidéo reste en ligne. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Donc là, ça risque de se répéter. Parce que c'est les mêmes causes, les mêmes effets. L'histoire a tendance à se répéter. Faites-vous comme vous avez fait au régime de l'histoire depuis 1997 jusqu'à nos jours. Donc, ça ne va pas se terminer comme ça. En plus, il n'y a pas que ces anciens de ce régime. Vous avez ajouté d'autres crises. Avec d'autres opposants politiques et autres qui sont là en prison, d'autres sont en... Donc, c'est chaud. Donc,
Cinquièmement, bon, ben, du côté des victimes des deux côtés, bon, c'est bon, le traumatisme est là. Hein. Les Congolais sont devenus inertes à leur souffrance parce que ce régime-là, il y a eu trop de traumatisme. Il y a eu trop de... Voilà, on a terrorisé la population. On a fait trop de mal. Il y a eu trop de violence. L'injustice, l'oppression, la barbarie qui règne. À Viter, donc pour le peuple, c'est un mauvais anniversaire. Pour le clan au pouvoir, oui, c'est aussi bon et mauvais. Bon, puisque bon, ils sont maintenant là, on voit qu'ils font la fête, ils font tout, ils ont des villas, des jets et autres comme autour de Mobutu, de Bokassa, de tous les trucs là. Mais mauvais anniversaire parce que vous jouez avec le bien de tous, le bien commun. À tout temps, on peut récupérer ce bien et ça recommence sur vous. Donc maintenant là, c'est éphémère, tout est éphémère, tout est vanité. Tout est vanité. Donc arrêtez de faire ça parce que vous jouez là un jeu dangereux. Parce que jouer avec les moyens de tous et autres, non. Bon anniversaire parce que vous êtes là tranquille, mais il y a un mauvais anniversaire parce que beaucoup pensent déjà au lendemain qui risque d'être problématique pour beaucoup d'entre vous. Ils sont déjà 100% identifiés. Pour le peuple, il n'y a pas de problème. Septièmement, le peuple, c'est une tristesse, oui. Quel gâchis, capital décès, déjà plus d'1 million de morts. Les cadres intellectuels, civils, politiques, militaires sont maintenant réfugiés à l'étranger. Au pays là-bas où règne l'injustice, l'oppression et la barbarie. Donc le chaos est déjà là. Ben, on se dit quel triste anniversaire. Pour le pays, bon ben, le pays a été surendetté pour rien, ruiné et détruit, une poussière visible, des lendemains incertains. Ouais, oui, au niveau des politico-intellectuels, moi, bon ben, là, il n'y a pas de problème. Moi, bon ou mauvais anniversaire, tout dépend de la conscience de l'individu. Au niveau du sens de l'intérêt général et de tout. Mais il savait que historiquement, chez nous, on est responsable de rien, ni du passé. Dire sur ça, administratif, politique et autres. On est qui là? La responsabilité, c'est d'avoir été directeur, chef, ministre, député et tout compagnie. Mais pour la responsabilité administrative pénale, on ne connaît pas. Donc, ce qui fait que depuis ce coup d'État, il n'y a pas eu le grand débat national sur ce problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, les positionnements, chacun, des positionnements sont ethnocentriques, géopolitiques, et d'autres, oui, mais parce qu'il y a trop de jalousie, de méchanceté, de guerre des égaux, des intérêts particuliers partisans, des conflits d'intérêts, des gens sans conviction, sans de l'intérêt général, on voit ce que ça a donné. Donc aujourd'hui, c'est le statu quo, et ça on n'arrive pas à dégager parce que, eh oui, on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso, Maguissa? Donc il y a eu quand même au départ, depuis ce coup d'État, au niveau politico-intellectuel, le positionnement était clair, c'était géopolitique. Les Nord contre les Sud, ou les Nordistes entre eux, les Sudistes entre eux, et il y avait les mélanges et tout compagnie. Maintenant, aujourd'hui, depuis 2014 à peu près, avec l'arrivée, nous, les Nordistes comme moi, comme d'autres, on est monté en puissance. Hein, et donc là, il y a une sorte d'unité. Donc il faut construire ces sortes-là pour que nous puissions mettre la vérité sur ce qui s'est passé pour laisser quelque chose de vrai pour l'avenir. Mais dans ce pays-là, il ne faut pas trop dire la vérité parce qu'entre eux, ils connaissent ce qui s'est passé. Entre eux. Parce que historiquement, donc, dès qu'il y a un qui disait la vérité, il était assassiné. Hein, parce qu'entre eux, parce qu'on a vu pendant la conférence nationale jusqu'à. Voilà, et même bien avant. Donc il faut dire qu'ils bon, ont leur pacte, hein, qu'ils soient du nord au sud, de l'est, l'ouest, les gens du PCT ou des partis là, entre eux. Donc nous, on ne connaît pas, nous, on était là qu'à l'extérieur, on serait là des hauts cadres, des hauts fonctionnaires, hauts ceci, au pays là-bas, on retournait. Mais là, non. Quel gâchis. C'est donc les intellectuels, les cadres civils, politiques et militaires, on porte cette responsabilité historique. Et donc c'est à eux de se transformer. Donc si vous ne repensez pas vos mots de pensée, si vous ne repensez pas vos mots d'éducation, d'état d'esprit autre, comment vous allez refaire ce pays-là demain? Donc c'est ça, c'est eux. Les responsables, c'est eux. Depuis 1960, l'indépendance jusqu'à nos jours, comme si rien n'a changé. On le voit les mêmes comportements. Les mêmes comportements. Mais il y a quelques rares individus qui sont du nord au sud et de l'est, qui sont vraiment des gens qui, voilà. Donc, mais quand ils sont au pays, ils sont neutralisés. On est là à l'étranger, mais attendez. Dixièmement, au niveau du pays, bon anniversaire ou mauvais anniversaire pour le pays,
c'est une triste, un triste anniversaire. Parce que le pays est ruiné, détruit. C'est une poudrière, l'avenir est incertain. On ne sait pas comment va se terminer la dictature des Sassou Nguesso. Et la France-Afrique, comment ça va se faire. Et avec tous ces enjeux sous-régionaux et autres. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Il y a monter des terroristes. On va nous peut-être nous faire. Donc il y a trop de choses qui vont arriver. Donc on ne le sait pas. Mais on le sait comment, si on peut prendre ses responsabilités déjà, au lieu de placer les émotions au-dessus de la raison. Il faut placer la raison au-dessus des émotions. La raison au-dessus de l'appartenance. Le sens d'intérêt général, commencer maintenant. Être pratique, avoir ces sens-là. Mais si vous commencez à dire, on dit théoriquement ceci, on voit qu'ils se retrouvent toujours entre eux, des tribus, de ceci, ils sont la diaspora, ou ils sont toujours entre eux. Mais alors, on ne change pas. Il faut trouver des synergies avec les gens qui ont la même mission que vous. Mesdames et messieurs. Alors, quelles sont les leçons à tirer de cette affaire-là? Bon, les leçons sont d'abord historiques. Historiques d'abord, pourquoi? Parce que, bon, ben, il faut dire que Mandela, Nelson Mandela l'avait pourtant dit qu'en son temps, c'est en revenant à un endroit où rien n'a changé, on se rend à quel point qu'on a changé. Donc aujourd'hui, quand on regarde le Congo, d'abord au pays là-bas, déjà pour ces 24 ans, ça soit à fabriquer un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins, et en plus des mentalités, habitudes et comportements qui ont été abîmés depuis ces années. Donc, du point de vue historique, on s'est dit que comme si on n'a rien changé. Donc les responsabilités ne sont pas... voilà, donc on revient toujours là, les polémiques, les amalgames. Donc il faut que les gens puissent s'en sortir de ce cadre historique et commencer à nourrir les débats déjà historiques, de ces problèmes historiques de notre pays au niveau sociopolitique, socio-économique, culturel, et de ces problèmes d'accès au pouvoir, de tout ça. Donc il y a tout à repenser du point de vue institutionnel, constitutionnel, tout est là. Donc il faut qu'on nourrit les débats. Mais pour en arriver là, il faut que nous montrons déjà que nous sommes un peuple. Parce qu'un peuple, l'unité ne se décrète pas, c'est construit au gré des épreuves. Et donc nous devons montrer que nous on est un peuple, comme ça se passe au Mali, comme ça se passe au Centrafrique, comme ça se passe ailleurs. Donc il faut montrer qu'on est là. Mais si on ne fait pas, qu'on attend que ça se tombe ou pas, ou autre, bon ben là, ça fausse toute l'équation. Et donc là, du point de vue historique, donc il me semble que rien n'a bougé. Donc je me rends compte que quand je regarde, mais ceux qui sont à l'étranger, autres, quand on les appelle pour les causes justes et autres, ils sont là, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. C'est comme disait le professeur Niamsi, qui aujourd'hui est attaqué par ces problématiques France-Afrique. Il a demandé l'aide à tous les gens. Donc, il a donc objectif 15 000 euros. Et là, il doit être à 10 000 euros. Donc, voilà, dit non, ce n'est pas qu'il est pauvre, qu'il est ceci, mais c'est une cause juste. Historiquement, depuis toutes les guerres, toutes les causes justes, on appelle aux autres. Mais si quelqu'un lutte, comme j'ai passé les procès là, qui sont toujours en cours. Donc, j'ai sorti ce que j'ai, moi, mon budget pour la cause juste. Et attends, si je meurs, qu'est-ce que c'est? Attends, arrêtez, donc il y a des choses justes. Donc, les gens ne comprennent pas ça. Ils viennent alimenter les aliments. Ils ne sont pas capables de dire, ah tiens, les gens là prennent le risque pour l'intérêt général. Dès qu'ils demandent pour une cause juste, on est là. Mais là, quand on demande ça, non, ils sont là. Même pour liker là, ils sont incapables de liker. Donc, comment vous allez voir? Donc, tout est à réformer au niveau des mentalités. Si les gens sont traumatisés, tétanisés ou prédisposés à l'obéissance, à l'indignité. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment analyser au profondeur. C'est-à-dire au niveau anthropologique. Mesdames et messieurs. Anthropologie, c'est-à-dire de nous humains. Donc, quand on regarde, est-ce que nous sommes des moutons par rapport au peuple des buffles? Quand il arrive une situation, ces structures s'organisent, ils agissent, les peuples des lions ou autres. Mais il y a d'autres qui sont des moutons, des ngoulous, tout ça, ils sont comme ça. Est-ce que nous sommes comme ça? Factuel, au niveau de la leçon à tirer, au niveau factuel, il faut dire que, bon ben, actuellement, bon ben, la situation est problématique. Donc, il faut se dire que nous, quand on voit, pour ces 24 ans, c'est dit, le pays est détruit. Hein. Est détruit, oui, c'est vrai. Ils sont attirés au niveau factuel. On s'est dit qu'on n'arrive pas à dégager Sassou Nguesso. Indéboulonnable, malgré que le pays est en train de s'enfoncer. Le pays là va être détruit. Tant que ça se termine encore l'année 2021, c'est détruit, il faut le dire. Les salaires, les fonctionnaires, tout, les pensions, tout, détruit. Il faut le dire, c'est là. C'est un pays qui est vendu à la découpe, qui est fragile,
à tous ceux qui vont mettre comme mouvement, chaos et autres. Donc préparez-vous. Mais la faute, c'est qui? C'est au niveau civil, politique et militaire, les cadres, tout, qui ne sont pas capables aujourd'hui de s'entendre et prendre des responsabilités. Aujourd'hui, je vous parle factuellement, c'est la réalité. Quand on dit factuel, c'est ce qui est observable. Ce qui touche de la réalité. Qu'est-ce qui nous montre la réalité? Faites vous-même les leçons à tirer de ces 24 ans par rapport à la réalité. Économique, politique, sociale, culturelle, écologique, sociétale. Mesdames et messieurs, pour l'avenir, oui, je suis conscient de l'avenir. L'avenir pour moi, je pense que au moment où ça va tomber, il va tomber, il doit tomber. Parce que toute chose a toujours un début et une fin. Toute dictature a durée de vie limitée. Il va tomber, je le sais. Le problème pour moi, est-ce que je serai encore vivant? Parce que Sassou Nguesso et sa famille sont lancés dans une vaste opération antisociale et criminelle. Donc on a tenté de tuer les gens par-ci par-là, au pays, partout emprisonnés autres. Les Guy Parfait collés là, les Mokoko emprisonnés, on connaît comme ça. Les gens qui sont traqués, il y a des morts par-ci par-là. Donc ils sont rentrés dans une folie de tuer les Congolais. Entre eux, bon, donc nous, on s'est dit, est-ce qu'on va rester encore en vie? Mais si on reste en vie, la POD, c'est d'abord la réconciliation. Commission Vérité et Réconciliation. Il faudra tout faire entre le Nord et le Sud, entre les Mboshi et les autres. Il y aura même, parmi ces réconciliations, il faut que les Mboshi fassent un pacte avec le Congo. Est-ce que vous voulez ce pays-là? Est-ce que vous aimez ce pays-là? Et il y aura les pactes. Et il y aura des contreparties et tout compagnie. Donc, il y a d'abord cette commission Vérité et Réconciliation du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest pour dire que la responsabilité historique n'est pas par association, par appartenance. Que tous les Mboshi sont comme ça. Non. Ou tous les Nordistes sont comme ça. Ou tous les Lissouba étaient comme ça. Ou tous les... Non, non, non. Jamais. Jamais. J'ai tenté ça avec les gars de Lissouba. Ils ne savaient pas que tous mes amis scientifiques, c'était des gars de Nibolek et du Poul. Et donc, ce sont eux que je suis tous les jours depuis le pays jusqu'à là. Donc, j'ai l'air d'augmenter un peu le niveau de ça. Donc, il faut se dire que cette réconciliation doit déjà passer par la responsabilité individuelle. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourrissent toujours par la tête. Il y a la chaîne des responsabilités pendant les Souba. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu des trucs de 94? Qu'est-ce qui était à la tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il faut donner comme et autres? Commission Vérité et Réconciliation, son d'intérêt général. Venez dire un peu la part de vérité. Et autres. Comment construire des voies de mémoire et autres. Les Mbushi, pareil. Au nord, pareil, partout. Donc, il faut construire. Nous avons un écosystème qui s'appelle le Congo. Et nous pouvons le diversifier. Nous, comment le faire? Parce que l'enjeu de demain, l'Afrique, à la moitié du 21e siècle, sera en plein bouleversement. Donc, nous sommes là en train de préparer l'Afrique qui va être l'Afrique du 22e siècle. Parce que tout le monde le sait que l'Afrique, à la fin du 21e siècle, sera comme vous voyez les transformations que vous voyez les dragons d'Asie du Sud-Est. Nous serons comme ça. Donc, nous préparons là déjà pour ça. Vous voyez les chamboulements qui est en cours en Jeune Force Afrique, ce sont les prémices parce que le futur, c'est le passé et le présent qui ignorent. Ceux qui ont dormi depuis ces années d'esclavage, colonisation, certains qui est le néocolonialisme qui est là dans les Jeune Force Afrique, qui servait, il y a eu toujours ces mouvements endogènes, sous-jacentes, qui nous faisons là. Donc, ils vont arriver, c'est nous préparons les prémices de l'Afrique de demain. Et qui sera intégré à l'humanisme universel. Parce que quand l'Afrique sera